Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques, BCCP. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en réanimation, à l'urgence, aux soins intensifs et tout ce qui touche les soins critiques. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ariane Larreau. Salut Ariane! Salut, ça va? Ça va bien toi? Ben oui. Donc, je m'appelle Ariane Larreau. Moi, je suis pharmacienne à Santa Cabrini. Je travaille aux soins intensifs et en médecine interne. Donc, Santa Cabrini se trouve dans le CIUS là, de l'Est de l'île de Montréal. Donc, je suis bien contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'analgésie. Oui, ben l'analgésie, c'est large, hein, Ariane? Tu sais, t'as les opioïdes en première ligne de traitement, qu'on a parlé de long en large dans le dernier épisode, l'épisode numéro 5. On mettra un lien dans les notes, mais la gestion de la douleur aux soins intensifs est de plus en plus multimodale. Fait que oui, on va utiliser les opioïdes, mais on va favoriser la dose la plus faible possible. Fait que pour ça, ça va nous prendre des co-analgésiques. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter, il faut y aller avec, c'est niaiseux, mais la base, l'acétaminophène, on peut la mettre régulière. Faut garder en tête, par exemple, ça peut faire baisser un petit peu la température. Ça, on dit à peu près 0,5 là, grossièrement. Fait que ça peut comme masquer un petit peu la fièvre, là, entre guillemets. Mais il faut juste interpréter sa température en fonction de ça. Il faut regarder notre fonction hépatique naturellement. Ouais. Mais il faut vraiment penser à utiliser l'acétaminophène. Il y a des MNP aussi, hein, qu'on peut... On dit MNP, les gens ne savent jamais c'est quoi, c'est les mesures non pharmacologiques. Il y en a, je pense dans la littérature, il y a quelques papiers sur la musique, entre autres. Là. Mais la musique, il y avait une étude qui avait été faite à Sherbrooke. Okay. Où que l'utilisation de la musique avait diminué de 50% les besoins en analgésique et sédation. Ouais. Fait que c'est vraiment simple. Là. Tu prends une radio, tu mets de la musique. Okay. Puis on l'avait fait un cas, je m'en souviens. C'était vraiment drôle parce que ça a l'air niaiseux à dire, mais des fois, il faut prendre en compte les goûts musicaux du patient. Fait que là, je sais, là, j'entends les gens rire. Là. C'est vraiment pas la première question à laquelle on pense quand on admet un patient. Mais notre patiente, OK, on y avait mis de la musique classique. OK. Ce qui avait été utilisé là, dans les études. Ça a été un échec total. La patiente, elle s'est mise à s'agiter de plus en plus. Okay. Là, c'est en voyant la famille arriver au chevet, là, on a réalisé que c'était vraiment pas ça. Tu sais, là, la famille là, avec des anneaux un peu partout, là, le gros gilet Metallica, Pantera et autres. Et là, on s'est dit, d'après moi... La musique classique. La musique classique est peut-être pas son fort. Fait que là, en s'informant, c'était effectivement une fan de heavy metal. Fait qu'on on a demandé à la famille d'amener de la musique heavy metal parce que naturellement, c'est pas le genre de musique qu'on a à l'hôpital. Puis on a mis ça, puis écoute, la patiente, là, du moment qu'on y en a mis, elle s'est calmée automatiquement. On a baissé la sédation, l'analgésie, littéralement de 50%. Wow. Ça a été fantastique, mais ça faisait drôle. Là, tu rentrais aux soins intensifs, puis il y avait du gros heavy metal dans le tapis. Là. Oh my God. Fait que des fois, c'est niaiseux à dire, mais des fois, il faut tenir en compte les goûts musicaux. Les goûts musicaux. D'ailleurs, c'est dans les rencontres multidisciplinaires, si la famille est présente, ça peut être quelque chose à aborder. Là, exactement. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mesures non pharmacologiques qu'on peut utiliser? Quand on regarde les lignes directrices qui sont parues en septembre 2018, là, le PADIS, il parle de techniques de relaxation pour essayer de faire aux patients. Fait que là, tu sais, je trouve ça drôle parce que on est rendu les soins intensifs spa, si on veut, là. Mais il faut garder en tête, c'est quelque chose qui peut se faire. Et il y a une autre thérapie je pense, qui est sous-utilisée et qui coûte vraiment rien. C'est de la thérapie par le froid. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment pas de mettre le patient dans un congélateur, mais c'est vraiment plus de pré-procédure. Tu sais, là, tu vas installer un drain. Ouais. Avant d'installer le drain, 15-20 minutes, tu mets de la glace. Okay. Tu mets un ice pack, tu mets quelque chose pour geler littéralement la peau. Et après ça, il faut penser aussi peut-être à donner un petit quelque chose au patient. Dans le fond, c'est une avenue multimodale. Okay. Ça coûte pas grand-chose, il faut juste prendre le temps de le faire. Des fois, je sais que c'est difficile, là, mais quand on a le temps et qu'on y pense, ça peut faire la différence entre suranalgésier le patient. Oui, exactement. OK. Puis au niveau des médicaments, est-ce qu'il y a d'autres, à part l'acétaminophène, d'autres molécules qu'on peut utiliser? Oui, il y a la kétamine qu'on pourrait utiliser. Ouais. De plus en plus, on le sait, la kétamine fait un retour là, dans la littérature. Les doses, habituellement,
quand tu regardes les lignes directrices de 2013, on disait des doses analgésiques de 0,1 à 0,3 mg par kilo-heure. Ce qu'il faut se rappeler, hein, c'est que la kétamine, c'est un continuum. Fait que tu pars 0,05, puis on s'en va jusqu'à 0,3. Normalement, on dit que c'est une dose qui est analgésique. À partir de ce moment-là, ça dépend toujours des patients, il y a beaucoup de variabilité, mais plus tu t'en vas, plus tu vas commencer à dissocier. Puisqu'on se rappelle, c'est un bloqueur des récepteurs NMDA. Et plus ça va, plus tu dissocies, mais là, tu dissocies un petit peu n'importe comment, il n'y a pas d'ordre, fait que ce qui fait que les patients peuvent halluciner, peuvent avoir un petit peu de gros fun. Là. C'est un peu cette zone-là que les gens visent dans la rue, là, la fun zone qui théoriquement, se situe autour de 0,5 mg kilo. Je t'avoue que je ne l'ai jamais essayé, fait que je peux pas le dire. Et théoriquement, à partir de 1 mg par kilo, on est dissocié. Je dis théoriquement parce que j'ai déjà eu un patient à 2,5 mg kilo-heure, donc qui est comme plus de 2 fois la dose dissociée, puis le patient était assis au fauteuil, puis il mangeait son hamburger. Fait que, mais lui, il prenait des amphétamines à tous les jours et autres substances non déclarées. Là. Fait que, tu sais, faut faire attention, mais règle générale, le patient au-dessus de 1 va être dissocié. Fait que, ce qu'il faut retenir pour l'analgésie, c'est des doses faibles. Et si on décide de monter jusqu'à 0,3, ça se peut que le patient tolère pas. Fait que si le patient commence à avoir des hallucinations, ben là, c'est une indication de baisser les doses. Au point que la nouvelle ligne directrice de 2018, ils ont changé les doses. Ils ont dit de 1 à 2 microgrammes kilo-minute. Donc, si on les transforme, ça fait de 0,05 à 1,2 mg kilo-heure. Donc, on est vraiment dans le bas de l'intervalle analgésique. Fait que si on veut utiliser la kétamine, moi, ce que je recommanderais aux gens, ce serait d'utiliser plus le bas de l'intervalle. Si jamais on a de la place un peu, on peut le monter un petit peu, tout en surveillant les symptômes. Ouais, les effets secondaires. Là. OK. Est-ce que tu irais plus vers des bolus de kétamine ou plus vers une perfusion en continu? Dans la littérature, on le sait qu'un bolus de kétamine, qu'on parle autour de 0,1 mg par kilo, est grossièrement équivalent à une dose de morphine. Mais dans les études, c'était la morphine qu'ils utilisaient. Donc, on le sait, la kétamine en bolus amène une analgésie qui est similaire à un bolus d'opioïdes. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, la vitesse d'administration a un gros impact sur les effets secondaires. Fait que si on le donne vite en push, c'est là qu'il y a le plus d'hallucinations puis de petit peu de dissociation, parce que dans le fond, tu le donnes vite, les concentrations de kétamine montent très vite dans le cerveau, fait que ça dissocie peut-être un petit peu plus vite. Fait que pour contrer ça, tu le dilues dans 50 ou 100 ml de normal salin ou dextrose 5%, puis tu le donnes en 15 minutes. Puis ça diminue drastiquement les effets secondaires. Donc, oui, on peut l'utiliser en bolus, mais tu sais, la kétamine, ça dure vraiment sur une courte période, tu sais, 15-20 minutes. Fait que si tu veux une analgésie qui est plus soutenue, ben, t'es mieux d'y aller vers la perfusion à ce moment-là. OK. Puis dans le fond, parce que j'avais déjà eu un patient, justement, on avait voulu l'utiliser comme co-analgésique. Le patient avait eu une chirurgie abdominale. On voulait essayer d'éviter de réduire son transit. Mais malheureusement, on dirait qu'on l'a débuté la kétamine, puis c'est comme si ça avait un peu rien fait. Là. Le patient était quand même assez bien sédationné aussi. Est-ce que tu l'utilises par exemple, est-ce que tu pourrais l'utiliser en monothérapie au niveau analgésique ou c'est toujours en combinaison avec un opioïde vraiment pour avoir un effet ça dépend vraiment ça dépend de ton patient. Tu sais, comme le cas que tu parles, où il y avait vraiment, je pense, reçu beaucoup d'opioïdes, ben, c'est sûr qu'il y a peut-être de l'hyperalgésie ou il y a peut-être d'autres choses. Il y a des patients qu'on a déjà eu seulement avec de la kétamine en analgésique, mais on les a débutés comme ça. Parce que là, pense-y, ton patient qui a des besoins élevés en opioïdes, fait que là, t'es sur des très bonnes doses de fentanyl, t'es coupes de 75% après une semaine, puis là, tu pars un peu de kétamine, ça se peut que ça aille un petit peu moins bien parce que t'as peut-être une portion de sevrage iatrogénique aussi. Fait que tu sais, moi, je pense que la meilleure façon, ça serait de partir peut-être les deux en même temps, faire de l'analgésie multimodale. Puis là, tu sais, ça a l'air niaiseux de dire... on part 2-3 agents, là, tu sais, check-les, là, c'est un pharmacien, il veut donner des pilules. Mais, tu sais, le but étant vraiment d'analgésie, puis on le sait, là, puis de plus en plus, on s'en va sur le multimodal. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter à débuter rapidement des co-analgésiques chez nos patients. Plus rapidement dans le début de la thérapie, là. OK. Puis, est-ce qu'il y a des patients que tu dirais, non, lui, je veux vraiment pas lui donner de kétamine, là, c'est pas une bonne idée? En dose analgésique, je te dirais que il y a peu de contre-indications.
c'est sûr que le patient qui est psychotique à la base, lui, il faut vraiment que tu prennes des doses très faibles parce que lui, il est plus à risque de dissocier. Fait que, tu sais, ces patients-là, si tu utilises des doses trop élevées, peuvent commencer à dissocier, donc peuvent commencer à induire une psychose, si tu veux. Schizophrène, mettons. C'est ça, tu sais. Quoique, il y a des papiers qui disent qu'en agitation super sévère, même chez le psychotique, tu pourrais peut-être tenter la kétamine. Je pense que ce qu'il faut retenir comme message, c'est que si tu as un patient qui est à haut risque de psychose, faut que tu gardes tes des benzos ou ben du propofol, dans le fond, un GABAergique. OK? Parce que, tu sais, dans le fond, un peu cette réaction d'émergence qui peut se produire avec la kétamine. Tu sais, dans le fond, quand tu dissocies le patient puis se met à réassocier, il se réassocie un peu tout croche. C'est ce qu'on appelle la réémergence du patient. Okay. Puis c'est là que ces patients... j'aime pas le terme psychotique, là, mais les patients, mettons, avec de la santé mentale, c'est là que ils peuvent faire ça peut induire des psychoses. Puis une des bonnes façons de diminuer cette réaction d'émergence-là, c'est d'utiliser des GABAergiques, que ce soit des petites doses de benzo, des petites doses de propofol. C'est aussi valable aussi pour un patient normal chez qui tu vas faire une sédation procédurale avec la kétamine. Une fois que tu as fini, tu le laisses réémerger graduellement. S'il y a des symptômes de réémergence, ben, tu peux lui donner des petites doses de GABA. Là, ça va diminuer beaucoup cet effet-là. OK. Mais si je comprends bien, aux doses d'analgésie qu'on donne de kétamine, ça devrait pas arriver tellement, là, les réactions d'émergence. C'est peu probable, mais chaque patient est différent. C'est ça, si on a un patient particulier. OK. Puis, si on a un patient qui est sous une perfusion continue, est-ce qu'on doit monitorer quelque chose? Ben, tu sais, il faut suivre les signes vitaux, parce que la kétamine, on le sait, hein, ça fait un relariage de catécholamine, donc ça peut monter la pression, ça peut faire tachycardie. Règle générale, c'est les patients qui vont tachycarder, qui vont avoir une augmentation de la pression, c'est sur des doses plus dans le haut de l'intervalle analgésique, 0,2, 0,3, quoique c'est possible à 0,1 et moins. Et c'est chez les patients qui vont le recevoir plusieurs jours, 4-5 jours, c'est là qu'ils sont le plus à risque. Quoi qu'aux soins intensifs, nos patients sont, en règle générale, pas mal tous monitorisés. Ça cause peu de problèmes. Fait que si on voit que les pressions se mettent à monter beaucoup puis se mettent à tachycarder, oui, il faut réévaluer la kétamine. OK, parfait. Je pense qu'on a fait un peu le tour à ce niveau-là. Est-ce qu'il y aurait d'autres en co-analgésie? J'ai entendu parler de la Dex aussi. Oui, la Dex qui est également un co-analgésique. La Dex, donc de son petit nom, la dexmédétomidine, qui est un agoniste alpha qui va bloquer les voies descendantes. Mais on va plus utiliser la Dex comme un sédatif qu'un analgésique. Quoique ça pourrait se faire, bien que c'est pas une indication qui est officiellement prouvée. Mais il faut garder en tête que comme l'index a des propriétés analgésiques, quand on va l'utiliser comme sédatif, il faut ajuster à la baisse nos doses d'opioïdes parce qu'on est à risque de surdose dans le fond. Fait qu'il faut faire attention à nos autres analgésiques quand on utilise l'index comme sédatif parce que c'est dans le fond un sédatif co-analgésique si on veut. Effectivement, c'est un bon point, mais on en reparlera de toute façon lors durable sur la sédation. Puis comme autre co-analgésique, il y a aussi des fois le gabapentin, le prégabalin, qui peuvent être utilisés. Parce que dans le fond, on a toujours en tête que c'est pour les douleurs neuropathiques, mais comme ça a un effet aussi sur les canaux calciques, ça peut avoir un peu d'impact sur les douleurs nociceptives, légèrement. T'sais, on s'entend, c'est pas la première ligne de traitement, mais ça peut en avoir... ça peut quand même être utilisé, surtout pour tout ce qui est abdominal ou tout ce qui est chirurgie. Même au point que je sais qu'en chirurgie, de plus en plus, ils utilisent le gabapentin à très petite dose, 200 mg BID. Donc, c'est une avenue qui peut être possible. Il faut garder en tête, ça s'ajuste en insuffisance rénale, puis ça peut faire l'hypotension. Fait que, il faut ajuster en fonction de notre patient. C'est peut-être pas notre premier choix, mettons. Là. Exactement. Mais c'est un choix, c'est une option qui est possible. OK. Puis, est-ce que toi, t'es game d'utiliser les AINS? Les anti-inflammatoires, les AINS, si on pense l'utiliser, il faut y penser une deuxième fois. Puis si, après, c'est la deuxième fois que tu y penses encore, j'y repenserai une troisième fois, même dans les lignes directrices, ils disent, peut-être une dose en pré-procédure, si le patient n'est pas à risque de saigner au niveau digestif, il n'est pas à risque de problème rénal, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Fait que, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut utiliser un INS, il faut vraiment que tu aies une indication claire, puis c'est peut-être une dose pré-procédure, je pense que ça peut être justifiable dans certains cas, mais vraiment, là, j'utiliserais ça avec parcimonie aux soins intensifs comme analgésique. Il faudrait absolument avoir une durée de traitement et une fin de traitement. Hein? Oh oui.
OK. Donc, je pense qu'on a quand même abordé plusieurs points au niveau de l'analgésie. Il y a peut-être juste l'analgésie procédurale qu'on a peut-être abordé Ouais, moins. on a moins abordé, mais ce qu'il faut garder en tête aussi, hein, tu sais, on parlait du froid pré-procédure. On peut utiliser aussi des petites doses de l'opioïde qu'on utilise. Souvent, c'est le fentanyl, fait que des petites doses de fentanyl, ou bien ça pourrait être la morphine ou l'hydromorphone. Le but étant de donner un analgésique une quinzaine de minutes avant la procédure, parce qu'il y a des procédures qui sont vraiment douloureuses. Puis tu sais, on n'y pense pas, là. Insérer une ligne artérielle, insérer des voies IV périphériques ou un cathé central. On dit que les prélèvements sanguins, ça peut être douloureux. Je pourrais pas répondre, là. Mais tout ce qui est aussi voie fémorale, Les soins de bouche aussi. les soins de bouche ou l'immobilisation du patient, surtout si le patient a eu des chirurgies. Fait que tu sais, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a plein de trucs qui pour nous, comme soignants, sont, je veux pas dire banals, mais ils sont du quotidien, mais que pour le patient, ça amène une charge de douleur. Fait qu'il faut penser à les analgésies avant de le faire. Peut-être qu'on devrait même prévoir d'emblée, quasiment à l'admission, si on débute une perfusion de fentanyl, de prévoir des bolus ou des doses PRN si Exactement. Puis si on planifie une procédure, ben c'est de planifier une dose pré-procédure. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est souvent oublié, là. Donc, je pense qu'on a abordé quand même plusieurs éléments là, de l'analgésie aux soins intensifs. C'est certain que si vous avez des choses que vous pensez qu'on n'a pas abordées ou des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous écrire. Effectivement, on a hâte de vous entendre. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez cette balado-diffusion, merci de la partager avec vos amis et collègues qui ont un intérêt en soins critiques. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien, attention à vous autres. Salut! L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.